Eh bien, reprise des LFT. Pour le coup, on a un temps qui s'accorde bien avec le prochain sujet, c'est-à-dire on a un bon vent brestois, je pense. Euh, et Guillaume va nous présenter au choix un gâteau ou peut-être un autre événement. Eh ben, merci tout le monde pour votre attention et pour être là. Je vais vous présenter la recette d'un Paris-Brest réussi. Alors, c'est assez simple au niveau des ingrédients. Bon, il faut faire une pâte à choux et une crème au beurre praliné. Donc, il faut de l'eau, du lait, de la farine, du beurre, un peu de sel et des œufs. Et pour la crème au beurre, il faut du jaune d'œuf, du sucre en poudre, du beurre en pommade, du praliné, des amandes effilées, du sucre glace. Donc, c'est finalement assez simple. On fabrique la pâte à choux, on l'étale en forme de couronne, on la fait cuire au four quelques minutes. On fait un genre de crème pâtissière avec les ingrédients qui restent. On coupe dans le sens de l'épaisseur la couronne. On remplit avec l'espèce de crème pâtissière et ça doit ressembler à ça. Si c'est réussi, il n'y a plus qu'à manger, à se régaler. Mais c'est surtout aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'épreuve cycliste qui a inspiré la création de cette pâtisserie, qui s'appelle le Paris-Brest-Paris. Donc, ça a été créé en 1891 par un certain Pierre Griffard, qui est le directeur de l'information du Petit Journal, un grand journal de l'époque. Et c'est une épreuve cycliste qui est une des plus vieilles encore en activité aujourd'hui, parce qu'ils en sont à leur 20e édition. Et elle servait au départ à démontrer le caractère pratique de la bicyclette. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, on essaierait de faire un tour du monde en trottinette électrique. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner aussi bien. La première édition donc, de 1891 était réservée uniquement aux hommes français. Bon, manque d'inclusivité à l'époque. Et donc, c'était 1260 km exactement à faire en moins de 96 heures. Donc, jour et nuit à rouler, on va le voir un peu plus tard. Donc, il y a eu 200 cyclistes qui ont pris le départ, que c'était des pros et amateurs. Ils étaient sur. Donc, il y a 98 qui ont validé leur arrivée. On a eu plusieurs types de vélos, donc des tandems, des tricycles, des grands bi. Il y a eu des triches en tout genre. Il y a eu il y en a qui ont pris le train pour relier les villes-étapes entre elles. Il y en a qui étaient plusieurs cyclistes pour un même vélo, donc ils faisaient des relais. Donc, on change un peu, ça casse un peu le rythme de la course. Et c'est Charles Trémont qui a été le premier à le finir en 71 heures. Et par la suite, il a été embauché par Michelin pour démontrer pour prouver le. Oula, je vais y arriver. J'ai tout cassé. Voilà, on y est. Il a été embauché par Michelin pour promouvoir le pneumatique démontable pour les vélos. Donc c'était une grosse révolution à l'époque. En 1900, la course est devenue internationale, mais toujours réservée qu'aux hommes, donc pas encore terrible. Et en 1909, enfin, la création de la pâtisserie qui a rendu hommage à la course. Donc, en fait, ça forme une roue de vélo, voilà, pour le lien entre les deux. Et enfin, c'est en 1931 que la course ressemblait à ce qu'elle ressemble le plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est devenue mixte, donc ouverte à tout le monde, toujours internationale, et on n'a plus de classement, donc c'est uniquement une course contre le temps, à faire en moins de 96 heures à l'époque. C'est l'Audax Club parisien qui l'organise. Et il y a 6 femmes qui ont pris le départ et qui sont arrivées, donc 4 en tandem avec leur mari. Et la première à le finir en solo, c'est Paulette Vassar en 93 heures. Donc la seule photo ou illustration qu'on peut trouver d'elle. Et moi, donc on va faire un peu un bond en avant. Moi, j'ai découvert le Paris-Brest en 2013 autour d'une bière avec des amis. Et on s'est mis pour défi avec l'un de ses amis de le faire ensemble. La prochaine édition, donc ça a lieu tous les 4 ans, fin août, autour du 20 août. Et du coup, on avait 2 ans pour le faire, parce que la prochaine édition était la numéro 18 en 2015. Et là, on avait donc 90 heures pour le réaliser. À l'époque, on a quand même pas mal souffert. On l'a fait ensemble du début à la fin. On a mis 84 heures. Donc, on était quand même relativement fiers de nous. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'édition 2023, donc la 20e édition que j'ai fait l'année dernière, dont je vais vous parler.
Et j'avais en tête et en souvenir que le Paris-Brest-Paris, c'était surtout une énorme fête du vélo, parce qu'il y a 6500 participants, il y a 6000 hommes et 500 femmes, il y a 70 nationalités, donc les 5 continents sont représentés, donc les gens viennent vraiment du monde entier pour participer à ça. Donc tous les cyclistes connaissent plus ou moins cette course. Il y a 2000 bénévoles tout au long du parcours qui sont là pour organiser, pour tout organiser et pour nous accueillir exactement comme il faut. Il faut savoir que pour le long du parcours, pour les habitants des villes qu'on traverse, c'est vraiment la grosse fête du vélo, l'effervescence au top. C'est un peu la Coupe du Monde et le Tour de France en même temps. Et ils se mettent tous le long de la route, jour et nuit, pour nous accueillir, pour nous applaudir, pour nous offrir à manger, à boire. Donc j'avais gardé un très bon souvenir de ça et je voulais arriver en pleine forme. Et du coup, ne pas souffrir comme 8 ans avant. Donc, je me suis longtemps préparé pendant les 6 premiers mois avant, de janvier à... Enfin, même l'année encore d'avant, mais vraiment de janvier à juin, j'avais tout misé sur ça. Donc, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai stoppé l'alcool aussi. J'ai arrêté pendant 6 mois parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement, je pense, dans une vie d'adulte, enfin, pour ceux qui consomment de l'alcool en tout cas. Moi, c'était mon cas, donc j'ai arrêté tout ça. Et je pense que ça a quand même pas mal payé. J'étais assez content et assez content de moi sur ça. Et donc, le départ il partait de Rambouillet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à 60 km de Paris, dans la Bergerie nationale qui a été créée par Louis XVI en 1786. Donc, c'est un super cadre avec des grandes bâtisses, des grands espaces verts et beaucoup d'arbres. Donc, un des plus beaux endroits, je crois, de départ de ce que j'ai pu voir sur les dernières années du Paris-Brest-Paris. Parce que nous, 8 ans avant, on était parti du vélodrome de 50 ans en Yvelines. C'était quand même pas aussi beau. Et donc, le trajet, ça ressemble à ça. Donc, on part de Rambouillet, on a 6 villes-étapes et 7 avec Brest. Donc, on passe à Vilaine-la-Juhel, Fougères, Tinténiac, Loudéac, Carhaix-Plouguer. Enfin, Brest à 604 km. Et là, il faut repartir dans l'autre sens. Et on a les mêmes villes-étapes qui nous accueillent. Et enfin, on finit à Dreux. Alors, on n'a toujours pas compris pourquoi on devait s'arrêter à Dreux, parce que ce n'est pas la ville la plus vélo-friendly, mais bon, l'étape était là. Donc ça, c'est pour le Paris-Brest-Paris. Et l'inscription, enfin, tout le monde a le droit de s'inscrire au Paris-Brest-Paris. Il y a juste une condition à remplir, c'est qu'il faut avoir réalisé dans la même année des brevets, donc des brevets de randonneur mondial. Donc un brevet de randonneur mondial, c'est une distance qu'on fait en vélo dans un temps limité. Et là, il y a 4 distances à réaliser. C'est 200 km, 300 km, 400 km et 600 km. Donc, je ne sais pas pourquoi, il n'y en a plus qui sont organisés depuis Lyon. Il me semble qu'en 2015, il y en a eu, mais là, c'est fini. Donc, pour le BRM 200 km, j'ai dû partir à Bourg-en-Bresse. Donc, c'est encore pas trop loin. Je suis parti tout seul, j'ai roulé toute la journée, un départ le matin à 7h. J'avais 13h30 pour le finir, je l'ai fini en 9h. C'était assez simple quand on commence à avoir l'habitude de ce genre de distance. Après, j'ai pris le départ du BRM 300 à Dijon. Donc là, je l'ai fait avec un ami, donc pas le même que de l'époque, mais on avait pour ambition de faire le Paris-Brest ensemble. On verra par la suite qu'on ne l'a pas fait ensemble. Donc là, on est parti. On a eu énormément de pluie et de froid. Donc on a quand même un peu souffert, mais ça s'est encore géré parce que c'était toujours sur une seule journée. Donc on est parti à 8h, on a fini vers 22 ou 23h. On l'a fait en 17h, on avait 20h pour le finir. Donc c'était encore assez facile. Et là où ça a commencé à se corser, c'était sur le BRM 400. Donc clairement, c'est celui sur lequel on a le plus souffert, en tout cas moi, parce qu'on est parti le vendredi à 18h. Donc on a roulé une première fois de nuit, donc toute la nuit, une première partie. On l'a fini en 24 heures. On avait 27 heures pour le finir, donc on sent qu'on était quand même pas bien loin de la barrière limite. Et c'est là, donc je l'ai reroulé avec mon ami. C'est là où j'ai compris qu'on ne pourrait pas faire la suite ensemble parce qu'on n'avait pas les mêmes modes de fonctionnement pour dormir et pour manger. Et c'est ensuite le BRM 600 que j'ai fait tout seul. Et là, je l'ai fait en 27 heures, donc 3 heures de plus seulement que le BRM 400. Il y avait moins de dénivelé,
J'ai changé de vélo entre les deux. Je suis passé d'une grosse randonnée acier assez lourde à un vélo en carbone ultra léger. Mais j'étais tout seul et du coup, j'ai pu gérer. Enfin, j'avais que moi à gérer pour le sommeil, pour les pauses, pour tout. Donc, j'ai pu vraiment foncer. Et c'est là où j'ai compris que ça allait plutôt bien se passer pour le Paris-Brest pour moi. Et pendant ces BRM, donc pour valider toutes les villes-étapes, on a des petits cartons jaunes. Donc, on nous remet au début le matin, on nous donne ces petits cartons. Et dessus, on a toutes les villes qu'on va devoir traverser. Donc, on nous a remis les petits cartons et les traces GPS qu'on a chargées au préalable dans nos GPS. Donc là, déjà, niveau carte, on est tranquille, on n'a plus à se poser de questions. On fait tamponner ces petits cartons dans des boulangeries, dans des snacks, dans des épiceries, partout où on peut. Quand on y passe la nuit, les selfies sont autorisés pour se prendre en photo devant les panneaux des communes. Donc, assez pratique. Et on remet les cartons à l'arrivée pour valider le BRM. Voilà. Alors, pendant ces BRM, les principaux problèmes qu'on rencontre, il y en a 3. Le problème, c'est la nourriture. Parce que il faut bien se nourrir quand on est sur le vélo. Moi, j'ai consommé beaucoup de barres de céréales par le passé. Maintenant, je ne peux plus. J'en ai marre des barres de céréales. C'est vraiment pas bon. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est quand même compliqué. Et du coup, en fait, j'essaye de m'arrêter aux heures de repas, dans des snacks, dans des restaurants. Ça peut paraître difficile à digérer, ça l'est, mais ça apporte quand même on se repose, on mange et ça fait, en vrai, ça fait vraiment de bien. Ça fait vraiment du bien au cerveau de manger ce genre de trucs. Donc, que ce soit des restaurants aux heures d'ouverture ou des boulangeries le matin ou même des glaces, en fait. Quand il fait trop chaud, des glaces moi j'aime bien. Et puis en dehors de ça, j'ai toujours des bananes. Bananes, j'en consomme beaucoup, des fruits secs et puis des bonbons sur le vélo, des galettes aussi. Enfin, tout ce qui se mange, ça y passe. Mais pas de barre de céréales par pitié. Donc ça, c'est pour la nourriture. Pour l'eau, il faut savoir que l'eau en France, on en trouve de partout dans les cimetières qui sont ouverts jour et nuit. Donc on a encore la chance d'avoir de l'eau dans les cimetières. En été, peut-être un peu moins, parce que j'ai entendu l'été dernier qu'ils avaient quand même coupé l'eau dans certains endroits où je suis passé. Donc, ça peut. On verra dans les prochaines années à quoi ça ressemblera. L'autre problème auquel on peut faire face quand on est à vélo, c'est l'ennui. Parce que passer 24 heures sur son vélo, au bout d'un moment, ça commence à être un peu long. Et il faut bien s'occuper. Donc, la musique, ça c'est primordial. On écoute toute la journée de la musique, même si on ne sait plus au bout d'un moment ce qu'on écoute, elle est quand même dans nos oreilles. On écoute des podcasts aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et puis, on profite du paysage. Ici, par exemple, c'est le Jura, après une nuit entière au BRM 400, après une nuit entière à avoir roulé dans le froid, dans le noir. On arrive sur ce genre de paysage, clairement on s'arrête parce que c'est super beau et l'effort, je pense, rend le paysage encore plus beau. En tout cas, ça joue beaucoup pour moi. Ici, c'est l'Ain, le soir, le vendredi soir à 18h, à un coucher de soleil, pareil, avant de s'engouffrer dans la nuit et dans l'école. Ça devenait quand même après un peu plus compliqué. Ici, c'est une route embrumée le matin. C'est assez beau, il n'y a personne. On admire le paysage, c'est vraiment bluffant. Et ça, c'est après la nuit du 600 km, de voir le soleil qui se lève comme ça et sentir la chaleur du soleil, ça fait quand même, ça fait du bien au mental. Et il y a un autre truc aussi, sur toutes ces longues distances, en fait, qui marche beaucoup sur moi, c'est que on roule et les pensées partent un peu partout et il y a une grosse introspection et ça agit sur moi comme une thérapie. Et en fait, après ces longues distances, je suis rincé physiquement et mentalement, je suis bien reposé et je me sens très bien. Et après, j'en ai plus qu'à dormir pour se reposer. Et le troisième gros problème de rouler ces longues distances, c'est la nuit, parce que la nuit, il y a rien qui va. Il fait noir, on a peur du noir, on a peur des voitures. C'est un peu le plus gros ennemi des cyclistes. Il n'y a pas de paysage, on peut le voir ici que ça ressemble.
Ça ressemble absolument à rien. Là, je suis en train de monter un col. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu être très beau en pleine journée. Donc ça, c'est pendant la nuit du BRM 400. C'était le col de la Faucille, pour si certains connaissent. Et après, le deuxième problème de la nuit, c'est qu'il faut gérer le sommeil. Et le sommeil, moi, je bois pas de café, je bois pas de thé, je bois que de l'eau. Donc, j'ai vraiment compris comment je marchais après le BRM 400. C'est que je peux m'endormir très facilement en quelques secondes et en 20 minutes, 30 minutes, je peux être reposé pour repartir plusieurs heures. Et mon ami, lui, par exemple, il fallait qu'il dorme 3-4 heures. Donc c'est là où on a compris que ça allait pas parce que pour le BRM 400, on s'est en haut du col de la Faucille, on a voulu dormir dans un village sous un abri. L'abri, en fait, c'était pas du tout abrité, il était en plein. Le vent s'engouffrait dedans, donc j'ai eu très froid, j'ai dormi 20 minutes et j'ai attendu ensuite que les 2 heures passent, que mon pote se réveille. Donc la nuit était longue et je me suis réveillé, j'étais vraiment frigorifié. Donc c'est pour ça que sur le 600, j'ai dormi 40 minutes sur une table de camping dans un parc, dans un village. Je me suis allongé, j'ai dormi mes 40 minutes et puis je suis reparti, j'étais tout frais pour finir la nuit. Et ensuite, j'ai refait une pause de 10 minutes sur un banc en pierre. Enfin, voilà, j'ai pas de problème de confort pour dormir. Je suis assez, ça vient tout de suite et ça me requinque assez vite. Ça, c'est le soleil qui se levait pareil sur le BRM 400 et on roule comme ça pendant longtemps, longtemps et longtemps. Voilà, donc ça, c'est les BRM. Et une fois qu'on a validé tous ces BRM, et ben ça, c'est le volume de kilomètres que j'ai fait de janvier on peut voir, à juin. Donc, on est passé de 200 km à 1200 km. Donc, en fait, tout était prétexte à rouler. Un week-end entre amis, je partais la veille ou le matin, super tôt pour aller à 200 km les rejoindre quand eux étaient en voiture. Donc, tout était fait en vélo. Et donc, on arrive fin juin, 1200 km, ultra chaud. Mais le problème, c'est que le Paris-Brest, c'est le 20 août. Donc, il faut encore attendre 2 mois. Et 2 mois d'été, avec les chaleurs, avec la canicule, c'est compliqué de rouler. Donc, la motivation, elle baisse un peu. Donc, j'ai fait quand même moins de kilomètres en juillet et encore moins en août. Mais ça a payé. Ça a quand même payé. Je suis arrivé au Paris-Brest-Paris toujours en forme. Donc, rien à dire de ce côté-là pour moi. Et sur l'année, j'ai fait 7887 km. Je vous rassure, cette année, j'en suis pas à autant. Pas encore, en tout cas. Et ça m'étonnerait que ça le soit. Et donc, ensuite, il a fallu se rendre à Paris pour l'épreuve, donc fin août. J'ai eu la chance de pouvoir prendre un billet de train pour mon vélo. C'est-à-dire qu'en payant 15 €, j'ai pu mettre mon vélo sans avoir à le démonter dans le TGV. Donc ça, c'est quand même une charge mentale en moins, un stress en moins. Et une fois qu'on est à Paris, il faut se rendre à Rambouillet pour récupérer une première fois, donc 60 km à faire en TER. Et là, on commence à voir plein d'autres cyclistes qui arrivent du monde entier. Des gens des Asiatiques, par exemple, que j'ai aidés parce qu'ils comprenaient absolument rien comment ça s'appelle, aux distributeurs de tickets. Donc, et puis, alors, clairement, personne n'est là pour les aider. Donc, c'est assez rigolo. On rencontre plein de gens dans les transports. On arrive sur les lieux à Rambouillet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Rambouillet, mais c'est une très belle commune. Et là, encore plus belle parce qu'ils ont tout préparé. Donc, ils décorent les commerces, décorent leurs vitrines. Ils installent des scènes pour des concerts, ils installent des stands de nourriture partout. Enfin, eux, ils vont faire la fête pendant 4 jours. Nous, on va venir, on va partir, on va revenir, mais bon, on ne profitera pas forcément. En tout cas, les locaux, eux, ils étaient ravis. Dans l'enceinte du village du Paris-Brest, on rencontre ce genre de personnes qui sont là, qui viennent exposer leur vélo. Donc là, c'est un monsieur qui avait son Grand Bi. Il n'a pas roulé le Paris-Brest avec ça. Je pense certains l'ont déjà fait, par contre, clairement sur d'autres éditions avec des vieux vélos. Donc respect à eux parce que c'est quand même pas évident, je pense. Ici, on peut voir les vélos couchés. Donc c'est le gang des vélos couchés. Ils ont participé au Paris-Brest. Et eux, ils vont très, très vite dans les lignes droites et dans les descentes, beaucoup moins en montée. Donc, c'est assez marrant parce qu'en fait, on n'arrête pas de se doubler. On les double, ils nous doublent. Et puis, comme ça, sans arrêt. Et enfin, j'ai été récupérer mon dossard. Donc, l'organisation était vraiment au top.
On arrive, on récupère les dossards, tout va très vite, tout est très fluide. J'espère qu'ils vont s'en inspirer pour les JO. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et enfin, le jour J, donc ça, c'est mon vélo, ce à quoi pourrait ressembler mon vélo le jour du départ. Donc, je n'ai pas détaillé le matériel, mais grosso modo, donc j'avais ma tenue de cycliste d'été, donc maillot court et manche courte et jambes en court. J'avais en plus des vêtements un peu plus chauds, une paire de chaussettes en plus au cas où il y ait de la pluie, une veste et une veste imperméable. Et j'avais emmené beaucoup de nourriture. Donc, le problème, c'est que beaucoup trop de barres de céréales qui m'ont presque pas servi. Mais comme je ne sais plus qui disait ça, on emmène dans ses sacoches, on emmène souvent ses peurs. Et moi, c'était le peur de manquer de nourriture et de me retrouver sans rien. Bon, on verra que ça a servi absolument à rien. Donc ça, c'était mon vélo. Et on arrive ensuite au moment du départ, donc quelques heures avant. Donc j'essayais tant bien que mal de gagner du sommeil et de me reposer au maximum. Donc c'est mon pote qui a pris la photo. Donc moi, je partais il y a 27 vagues de départ. Les 6500 personnes sont divisées en 27 vagues. Moi, ça commence à 15h le dimanche, jusqu'à 20h environ. Et ça reprend le lendemain de 6h à 9h. C'est des vagues toutes les demi-heures. Et moi, je partais à 18h. Donc, il a fallu attendre toute la journée, faire le contrôle des vélos, parce qu'ils contrôlent qu'on ait bien les lumières, les gilets jaunes et tout. Donc voilà, tout se passe. Là, il faisait beau, on était bien. Ça, c'est dans l'autre sas, juste avant le départ. Donc, la pression commence à monter. C'est assez marrant parce qu'on retrouve des gens qu'on a pu voir sur les BRM, parce que les BRM, je ne vous ai pas dit, mais on peut être entre 20 et 50 partants. Et on arrive quand même à retrouver des gens parmi ces foules, et c'est assez marrant. Et donc, on discute avec des gens de tous les pays. Et voilà, donc ça, c'est moi juste avant le départ, encore en forme. J'étais assez content, mais je suis resté, mais j'avais peut-être moins le sourire à la fin. Et enfin, l'arche du départ avec les noirs de monde et de cyclistes. Donc ça, c'est le départ du Paris-Brest. Ensuite, pour revenir sur la nourriture, donc j'avais toutes ces barres de céréales, mais en fait, ça m'a servi à rien parce que tout le long, donc dans toutes ces villes-étapes, on retrouvait des stands donc de nourriture payant, mais ça coûtait quelques euros, de repas assez complets. On avait des galettes de saucisses, des pâtes, des boissons. On avait vraiment de tout. Alors moi, j'avais fait du coup, j'avais mis une petite stratégie en place, c'est que ces villes-étapes sont environ tous les 120 km. Et à mi-chemin, donc à 60 km, je m'arrêtais pour trouver à manger, donc des boulangeries ou des snacks. Et je me faisais des repas un peu plus complets sur ces étapes-là. Comme ça, je ne me posais pas de questions, j'arrivais, je mangeais, je repartais. Donc c'est assez bien organisé pour la nourriture. On n'a quasiment pas besoin d'emmener tout ce que j'ai pu emmener. Parce qu'en plus, on trouve partout de la nourriture. Les gens au bord de la route, eux-mêmes donnent à manger, enfin offrent à manger des gâteaux, des cakes, des crêpes. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et l'autre chose à bien penser, c'est le sommeil, donc pour dormir. Il faut savoir que dans toutes ces villes-étapes, il y a des gymnases qui sont affectés avec des tatamis par terre. Je savais que c'était là, donc j'avais prévu de dormir dans ces endroits-là. Mon ami, lui, il avait décidé de réserver des chambres d'hôtel, donc puisqu'il avait besoin de ses nuits de 4-5 heures. Moi, ça ne m'intéressait pas vraiment parce que je savais que j'allais pas du tout en profiter, et je trouvais que c'était un peu plus contraignant. Donc les gens dorment un peu où ils peuvent, quand ils peuvent. Je pense qu'eux étaient bien. Eux, ils étaient un peu moins bien. Et ça, c'est typiquement en arrivant à Brest, parce que du coup, j'ai roulé la première nuit. Donc la première nuit, j'ai roulé jusqu'à être fatigué, vers 2h du matin. J'ai fait une première pause de 15 minutes dans un abribus. Il était occupé, donc j'ai dormi par terre. Il y avait déjà quelqu'un sur le banc. Je suis reparti pour atteindre la ville suivante. Et là, j'ai fait une bonne nuit d'1 heure. Et donc ça, c'était ma première nuit. Et je suis arrivé à Brest à 23h le lundi soir. Et là, j'ai calculé que j'avais le temps. Et du coup, je me suis offert une nuit. Donc moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, quand je suis arrivé, ces gens étaient par terre.
Et à ce moment-là, il y a 3 lits qui se sont libérés et j'ai pu en profiter. Donc, je suis allé dormir et j'ai dormi 4 heures. Donc, on dit aux gens qui organisent combien de temps on veut dormir et ils viennent nous secouer quand c'est le moment de repartir. Donc, moi, j'ai pu dormir 4 heures. Il faut savoir que les habitués disent qu'il faut 1 fois et demie le temps qu'on a mis à l'aller pour retourner à Paris. Donc moi, j'ai mis 29 heures et ça s'est avéré juste, c'est que j'ai mis 75 heures pour faire au total. Donc ça a fonctionné. Donc moi, j'ai dormi mes 23 heures, donc 23 heures jusqu'à 3 heures du matin. Je suis reparti de Brest. Et ensuite, mes nuits, elles ont duré, ma nuit suivante, elle a duré 2 heures. Et la journée, je faisais des siestes où je pouvais, quand je pouvais. Et on a eu du beau temps tout le long. Donc c'était vraiment agréable, en fait, dormir au pied des arbres, le long de la route. J'ai vraiment apprécié ça. Donc c'était cool. Il y a une image assez parlante de l'épuisement des gens, c'est celle-ci. C'est que là, les 2 premiers, ils sont vraiment pas bien. Je voulais un peu éviter ça, moi. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment écouté, que je me suis arrêté avant de ressembler à ça. L'organisation, donc dans les villes-étapes, ça ressemblait à ça, donc un énorme, des installations de partout. C'était vraiment, tout était bien fait, tout était carré. Alors moi, j'ai eu un petit souci à cause de ces installations, c'est que je me suis fait une tendinite au genou au bout de 1000 km, donc il me restait 200 km à faire et je comprenais pas. Je commençais à avoir très mal au genou, mais au point que je me suis demandé si j'allais pouvoir finir l'épreuve. Et en fait, ma selle s'était relevée de 3 cm à force de poser. En fait, c'est un système où c'est posé par la selle. Elle s'est relevée et je m'en suis aperçu en allant voir des mécanos. Et en reprenant les côtes de mon vélo, on a vu elle était trop haute de 3 cm, donc on l'a rebaissée. Et grâce à ça, j'ai pu repartir. Donc j'avais toujours mal, mais ça s'accentuait plus. Et j'ai pu finir le Paris-Brest sans trop de difficultés. On rencontre énormément de monde pendant ces épreuves, que ce soit la nuit, parce qu'on n'est jamais tout seul en fait. Pas comme au BRM. Au BRM, c'est compliqué parce que les gens peuvent être éparpillés. Là, il y a tout le temps du monde le long de la route. Donc on rencontre plein de gens. C'est vraiment une très bonne ambiance. Je pense que la bonne ambiance, elle vient du fait que c'est pas une course les uns contre les autres, parce qu'il n'y a pas de classement. On est vraiment tous ensemble contre le temps en fait qui passe. Et on s'encourage, on discute et voilà, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus dans le Paris-Brest. Ça, c'est d'un stand de Bretons qui ont installé distribution de boissons et de crêpes et de cakes au bord de la route. Donc, les gens s'arrêtent pour manger, pour se reposer, pour boire un café. Souvent, ils sont là jour et nuit. C'est assez impressionnant. Oui, c'est tous les 4 ans pour eux, donc il manque jamais le rendez-vous de ça. Et il y avait un autre truc assez rigolo, c'est qu'on avait des post-it. On a pu poser des post-it dans les villes-étapes. Donc mon pote était derrière moi, donc j'ai posé des post-it que lui a remis parce qu'il savait que j'allais les revoir au retour. Donc c'était assez rigolo de faire ça. Ça, c'est une de ses photos de Brest, parce que lui, il a vu Brest 2 jours. Moi, Brest, j'ai vu comme ça. C'était beau quand même, mais bon, c'était moins agréable que lui. Et j'ai pas de vidéo de mon arrivée parce qu'à l'arrivée, il y avait personne pour moi. Mais bon, j'ai une vidéo de lui. Et l'arrivée peut ressembler à ça. Donc il arrive là, on le voit en noir. Donc on arrive, on est rincé. Il y a du monde qui est là parce que tout le monde attend quelqu'un et c'est cool. Et après, on n'a plus qu'à. Bon, moi, il a fallu que je rentre à Paris, donc courir pour aller prendre le dernier TER pour rentrer à Paris, parce que je suis arrivé le mercredi à 20h. Et on nous remet une belle médaille comme celle-ci avec le petit livret. Et ça, c'est ma trace sur Strava. Donc 1219 km. La moyenne, c'est pas la bonne parce que c'est la moyenne roulée et c'est pas la moyenne arrêtée. Si on la calcule, elle fait 16 km/h. Donc c'est quand même moins impressionnant. Il y a du dénivelé. C'est pas du tout plat, la Bretagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, pas du tout plat, ça c'est sûr. Il y a 12 000 mètres de dénivelé positif. La consommation de calories, c'est impressionnante. Elle n'est pas très juste, je pense, mais elle reste impressionnante. Et pour vous donner quelques chiffres, pour finir, les plus jeunes du Paris-Brest-Paris, c'est un homme et une femme de 19 ans. Donc voilà. Le plus vieil homme avait 80 ans, plus vieille femme 70 ans.
Et le plus grand nombre de participations, ça c'est vraiment impressionnant, ils en ont fait 13 pour un homme et 10 pour une femme. Donc clairement, je ne sais pas comment ils font, mais moi j'ai calculé si je veux atteindre ce score sans rater toutes les prochaines éditions, chose que j'aimerais faire, j'aurais genre 80 ans, quoi. Ça va être dur. Mais voilà. Et donc, si j'ai des conseils à vous donner pour si l'expérience vous intéresse, pour moi, c'est accessible à tout le monde. Le premier truc, c'est aimer faire du vélo, aimer passer du temps sur son vélo. Mais plus on fait de vélo et plus on y arrive. Et voilà, il n'y a rien de compliqué. Forcément, c'est difficile, mais l'entraînement, j'ai pas eu d'entraînement spécifique à part faire du vélo tout le temps et faire des distances sans arrêt. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On a des questions dans la salle. Je voulais savoir, les BRM, tu peux le faire quand tu veux. Là, ils sont organisés par les clubs. Donc, c'est les clubs qui ont les cartes qui nous les remettent. Ouais. Et donc, en général, ils ont l'habitude, l'année du Paris-Brest, d'en organiser beaucoup. Et ça commence en janvier, février par les 200, ensuite les 300 en mars, avril, et ça jusqu'au mois de juin. Ok, merci. J'en profite. Est-ce qu'il y a des éditions de Paris-Brest en relais ou raccourci, comme on peut voir sur certaines courses, sur certaines trails? Parfois, il y a la vraie course et des trucs un peu plus simples pour... Non, enfin la seule édition plus simple, c'est celle pour les enfants en fait. Pour les jeunes de 16 ans, ils partent en 10 jours, je sais pas s'ils font les 1200 km, mais ils partent pendant 10 jours, ils se reposent beaucoup plus longtemps et ils font des étapes beaucoup moins importantes. Ton départ, tu le sais en avance ou quand tu arrives à Paris? Le créneau de départ? Ouais, l'heure à laquelle tu démarres. Non, on le sait en fait justement. En fait, donc moi on a 90 heures pour le faire, mais on peut s'inscrire en moins de 80 heures. Je l'avais déjà fini en fait une première fois en moins de 90 heures et m'étant inscrit un peu tard, j'avais plus trop le choix si je voulais partir le dimanche après-midi d'être en moins de 80 heures. Donc je me suis dit bon bah vas-y, moins de 80 heures, normalement je devrais y arriver. Donc c'était un peu un risque aussi que je prenais, donc ça rajoutait un peu de piquant au truc. Et on le connaît avant de partir, le SAS. Ouais. Un minimum le vélo, c'est une crevaison ou quoi? Ouais, c'est tout. C'est-à-dire crevaison, chaîne qui s'abîme, enfin chaîne qui casse, donc des maillons de secours. Et voilà. Là, en 2015, on avait même emmené un pneu supplémentaire. On avait peur de ça, mais je pense que si vraiment j'abîmais un pneu, ce serait assez facile d'en retrouver un autre sur le parcours. On va passer aux questions. Allez, on a encore une, mais on va pas trop traîner parce que sinon on va prendre un peu de retard là. Ça marche? Allô? Ouais. J'ai une question. Endurance, notamment à pied, on sait qu'il y a une espèce de mur à 30 km. Est-ce qu'il y a la même sensation du coup en vélo? Et si du coup tu en as un, est-ce que tu as dû le faire même plusieurs fois vu que la course est quand même sur plusieurs jours? Non, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je n'en ai pas vu au Paris-Brest-Paris. Je pense qu'en fait, moi, j'avais réglé mes étapes par ville-étape. Et en fait, à chaque fois, c'était 120 km que j'avais en tête. Du coup, mentalement, je trouvais ça beaucoup plus facile que de se dire je dois aller à Brest dans 600 km. Donc, j'ai pas eu ni de mur physique, ni de mur mental pour ça. Alors, on va skipper les quelques questions qui restent. Vous pouvez les poser directement à Guillaume si vous en avez. Et on se retrouve dans 2 minutes pour le prochain talk. Merci à tous. Merci. Merci.